France Maghreb 2. Au programme du Grand Forum de ce mercredi 17 avril avec cette question du jour aujourd'hui, le président du Conseil constitutionnel algérien, Tayeb Bellez, a démissionné hier. Selon vous, est-ce le début d'un nouveau processus pour un changement de système tant attendu par le peuple? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2. On en parle avec vous dans un instant avec Audrey Pronosti et Faiza Ben Mohamed. Tout à l'heure, page spéciale sur les protections de données en référence avec Julian Assange et Wikileaks. On verra et on posera des questions. Ça va être très ludique avec notre invité tout à l'heure. Il s'appelle Sacha Savic. Il est président de la société RGPD Conforme, spécialisée dans la mise en conformité et la gestion de la conformité des petites et moyennes entreprises au règlement général sur la protection des données RGPD. Toutes vos questions tout à l'heure sur les réseaux sociaux, internet, votre téléphone. Bref, on saura tout avec notre invité tout à l'heure et vous pourrez évidemment lui poser vos questions à partir de 17h. C'est parti pour le LGF en direct, comme chaque jour, entre 16h et 18h sur France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous. C'est votre rendez-vous de liberté d'expression chaque jour et sur France Maghreb 2 tous les jours jusqu'à 18h avec aujourd'hui un plateau 100% féminin. Audrey Pronosti, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et bonjour Faiza. Voilà, j'ai fait la tournée là. Voilà. Faiza Ben Mohamed est avec nous. Salut Faiza. Salut à tous, salut Christophe, salut Audrey, auditeurs, auditrices, j'espère que tout le monde va bien. Et avant que j'oublie d'ailleurs, vous pourrez la retrouver, vous savez que ce week-end c'est la 36e rencontre des musulmans de France au Parc des Expositions du Bourget. À cette occasion, France Maghreb 2, comme chaque année, délocalise ses studios et fera des émissions spécifiques sur place. Et vous pourrez retrouver aussi Faiza Ben Mohamed qui a des interventions de prévues. Donc dans le au grand hall central, enfin c'est pas le hall central mais c'est le hall comment ça s'appelle Faiza, aide-moi là, je suis en panique là. Alors, ouais, mais j'attendais que tu me laisses expliquer peut-être. Ok, c'est bon, Voilà, je vais faire mon micro. Alors, je commence à 18h avec une intervention sur l'organisation du culte musulman sur le podium principal, donc dans la grande partie du palais des expositions. Et ensuite, je serai au forum Génération à partir de 19h30, toujours sur le même thème, sur la question de la réorganisation du culte musulman pour un café débat. Un café débat. Bon, ça va débattre donc. Donc tu seras pas toute seule. Ça va débattre, ouais. Bon, moi je peux juste vous dire, je vous conseille d'y aller, vraiment. Voilà. Moi aussi, je vous conseille d'y aller. Ouais, voilà. Je vous en dis pas plus. On vous réserve la petite surprise. Donc c'est samedi au Parc des Expositions du Bourget. Ça dure 4 jours. Donc allez-y, ça démarre vendredi, samedi, dimanche et lundi comme chaque année évidemment. 2 semaines pile poil avant le Ramadan. Hein. Ça y est, ça approche les filles le Ramadan. Mais oui. Ouais. Dans 2 semaines, on fera moins les malins. Non, mais faut pas compter les jours, ça arrive tranquillement. Ah si, il faut compter les jours, il faut savoir l'accueillir le Ramadan. On va l'accueillir tranquillement. Ouais, comme il se doit. Exactement. Bon, alors à 17h, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va parler d'un sujet qui va tous vous intéresser, j'en suis sûr. On va parler de protection de données, on va parler d'espionnage, tout ça en référence évidemment à ce qui s'est passé la semaine dernière, l'arrestation de Julian Assange en Grande-Bretagne. Après 7 ans où il a été protégé à l'ambassade de l'Équateur à Londres, il a été arrêté, vous le savez. C'est l'affaire Wikileaks, évidemment. C'est ces fuites qui sont à l'origine de cette comment dirais-je, mise à l'écart, enfin du côté de protection, voilà, du côté de Julian Assange. Et on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a de multiples questions à se poser avec notre invité tout à l'heure. C'est un spécialiste dans tout ce qui est protection de données, etc. On va parler d'espionnage. Comment est-ce que quand on utilise WhatsApp par exemple, est-ce qu'on est espionné? Si on utilise Facebook, de quelle manière faut-il le faire? Le portable, est-ce que ça peut engendrer quelques soucis? Si oui, comment? Voilà, toutes ces questions, on va essayer d'être le plus ludique possible pour essayer de répondre à un maximum de questions et vous pourrez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000. Avant de parler de la question du jour, je voulais quand même revenir sur ce qui s'est passé évidemment lundi soir, à savoir les suites de l'incendie de Notre-Dame de Paris, alors que les cloches de toutes les cathédrales de France sonneront ce soir à 18h50, 48 heures exactement après le début de la catastrophe. Un conseil des ministres exclusivement consacré à la reconstruction du monument s'est terminé en fin de matinée. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé dans la foulée. Il a notamment annoncé un projet de loi pour encadrer les nombreux dons qui sont très nombreux. Alors, est-ce que d'abord, première question, est-ce que ça vous choque ce chiffre? On pourrait dépasser les 1 milliard de dons en seulement 24 heures. Audrey, ça te choque ou pas?
Dans un premier temps, ça m'a pas choqué parce que je me dis que c'est un monument qui vraiment appartient à notre patrimoine et ce, quelle que soit notre religion. Donc, je pense que ça a suscité un engouement qui aussi est accompagné avec de l'émotion. Donc, ça m'a pas choqué dans un premier temps, mais après, en mettant un peu plus de recul dans la démarche, je me suis dit, alors évidemment, je peux pas exactement faire une vraie comparaison, mais je me dis ça serait quand même très judicieux que ce genre de démarche puisse être appliqué pour d'autres démarches, d'autres initiatives caritatives. Je parle des hôpitaux, des gens malades. Bref, il y a plein de causes qu'on pourrait soutenir. Ouais. Donc en soi, oui, dans un premier temps, ça m'a pas particulièrement choqué, d'autant que ça vient de grandes fortunes, donc ça peut parfois être. Pas que, oui, mais en tout cas certains c'est des grandes fortunes, donc ça peut être une goutte d'eau. Mais après effectivement, je me suis dit ça serait tellement bien que ce genre d'initiative soit plus récurrente, on va dire. Faiza, est-ce que ça t'a choqué toi? Non, c'est pas choquant, mais en plus c'est carrément prévisible parce qu'après c'est de grandes fortunes qui sont parmi aussi les fortunes françaises, mais aussi les fortunes mondiales. Ça reste Notre-Dame de Paris, le monument le plus visité d'Europe. C'est notre patrimoine, c'est la culture française. C'est normal que des grandes fortunes comme ça puissent se rendre disponibles et pour participer à ce type d'espèce de téléthon, quoi, tu vois. Ouais. Bon, moi, je vous avoue personnellement que ça m'a choqué, hein, mais bon, après voilà, ce n'est que mon avis. Le montant, ou est-ce que c'est le fait que l'engouement, le montant d'une part, et puis le fait qu'on s'en mobilise et qu'on trouve aussi vite autant d'argent, alors que pour des causes nobles, on peine à en trouver. Voilà, c'est dramatique quand même que. Ce qui me paraît pas normal, c'est l'organisation, par exemple, d'une collecte à grande échelle. Moi, je pense pas légitime que ce soit le petit Français lambda avec sa petite retraite ou avec son SMIC qui doivent être sollicités pour financer ce genre de choses. Ça participe, Notre-Dame de Paris, elle participe au rayonnement français culturel à l'international. Et si on a suffisamment d'argent dans les caisses de l'État et dans les caisses de grandes fortunes comme Arnaud, Pinault, la famille Bettencourt et les groupes Total et compagnie, si on a assez d'argent avec leurs dons à eux, il n'y a pas besoin de solliciter le petit Français lambda parce que ça, je trouve ça déplacé. Tu vois, le Français lambda qui est taxé, qui en peut plus et qui a mis son gilet jaune, j'espère qu'il mettra pas la main à la poche pour Notre-Dame de Paris. Clairement. Après, moi, Faiza, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais moi, je mettrais juste un petit bémol. Certaines personnes ont peut-être envie de participer, même juste pour 1 euro symbolique, de façon à se dire que voilà, ça reste un monument à la fois français, à la fois national, mais après ça doit être basé sur la base du volontariat. Voilà, en tout cas, pour ce qui est des informations et parmi les autres mesures annoncées par le Premier ministre ce matin, il y a une réduction fiscale de 75% pour les dons des particuliers allant jusqu'à 1 000 euros. Elle s'élèvera à 66% au-delà. Un concours international d'architectes sera également organisé pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. Des promesses de dons donc pour financer la reconstruction de la cathédrale. Il y en a déjà eu beaucoup en France comme à l'étranger d'ailleurs. Depuis avant-hier, ils sont notamment le fait de grands groupes comme celui qui appartient à la famille Pinault. La famille Pinault d'ailleurs qui précise aujourd'hui renoncer à l'avantage fiscal justement lié au don de 100 millions d'euros qu'elle a annoncé hier pour financer le futur chantier. Donc voilà sur ce que l'on pouvait dire sur Notre-Dame de Paris. Mais c'est vrai qu'en regardant les chaînes d'infos depuis 24 ans, on a l'impression qu'on est en deuil en France. Ouais. Bah ouais, non mais ça, c'est forcément. Oui. Alors tu vois, tout à l'heure il y avait le discours d'Édouard Philippe. Il fait sa conférence de presse au terme d'un conseil des ministres qui a été exceptionnellement axé uniquement sur la question de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est ça. À un moment donné, il faut arrêter. C'est pas un attentat. On n'est pas en train de vivre notre 11 septembre comme certains l'ont dit. Il faut se calmer, quoi. Le Premier ministre, il fait un discours en conférence de presse. Bon, il répond aux questions. Il explique qu'il y a un projet de loi qui va être posé pour encadrer justement cette reconstruction, la question des dons, comment ça peut être géré. Il explique qu'il y a un concours international d'architecture qui va être lancé pour savoir quel architecte est le mieux à même de reconstruire la flèche.
Non, mais il faut se calmer. Voilà, il faut se calmer, c'est ce que je demande, moi, un peu de calme. Non, il faut se calmer, c'est bon, il faut se calmer, vraiment. Et à la fin, il dit, la vie politique reprendra bientôt son cours. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ils ont tout arrêté. C'est ça. On a l'impression qu'on est en deuil depuis 24 heures. Enfin, 48 heures. C'est pas une impression, c'est ce qu'ils ont fait, de toute façon, t'as bien vu, hein. Donc, après, moi, je voulais juste revenir sur ce qu'il avait dit quand il a dit que la reconstruction devrait être faite en 5 ans. Oui, ça, par contre, ça m'a choqué. C'est hier. Emmanuel Macron. Faut m'expliquer, hein. On n'est pas dans Astérix et Obélix, hein. Faut juste m'expliquer, hein, comment ils vont faire. Bon, après, je sais pas, ils vont peut-être déjà, est-ce qu'il sera encore président dans 5 ans? Oui, bon, ça c'est une autre question, déjà. Non, mais après, voilà, une fois que les choses sont cadrées. Il a dit, dans 1 an, il n'y a plus de SDF dehors. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Bon. Oui, c'est pas faux ce que t'as dit. On passe à autre chose, les enfants. On va en Algérie parce que c'est l'objet de la question du jour, à laquelle beaucoup de monde ont travaillé, hein, pour cette question. Je tiens à le dire tout de suite, hein. Petite parenthèse refermée. L'Algérie, notamment, c'est le magistrat Kamel Finish qui a été nommé président du Conseil constitutionnel par le chef de l'État par intérim. Il remplace Tayeb Belaïz qui a démissionné hier, donc vous le savez, alors que les manifestants réclamaient son départ, hein. Mais la rue algérienne n'en a pas fini avec les proches de l'ex-président Bouteflika. Outre Tayeb Belaïz, elle souhaite que 2 autres personnalités du groupe baptisé les 3B quittent également le pouvoir. Il s'agit du Premier ministre, Nordine Benoui, et du chef d'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. La pression des manifestants continue donc. Les étudiants ont défilé notamment à Alger et ils avaient l'air très déterminés. Du coup, la question du jour, le président du Conseil constitutionnel, donc algérien Tayeb Belaïz, a démissionné hier. Selon vous, est-ce le début d'un nouveau processus pour un changement de système tant attendu par le peuple, ma chère Audrey? Oui ou non? C'est la question qu'on pose en tout cas aux auditeurs sur Facebook France Maghreb 2 pour répondre. Sur Twitter, le grand forum FM2. Et ils sont 51 à le penser sur Facebook, tiens. Ouais, mais moi je suis du côté de ces 51%, de même que j'avais maintenu le fait que Abdelkader Ben Salah devait démissionner avant les élections présidentielles qui sont prévues. Voilà, on sait très bien que les Algériens sont encore dans la rue. D'ailleurs, il y a eu quelques renforcements. La police a montré un petit peu les dents. S'ils sont toujours là, c'est parce que bien évidemment ils sont pas satisfaits. Donc mais bien sûr que la démission va vers le processus qu'ils attendent, c'est évident et c'est nécessaire même. Et d'ailleurs on parle d'un nouveau départ, une nouvelle démission, d'un nouveau Bedoui ce soir. C'est la presse algérienne qui l'annonce en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le choix en fait, hein, de toute façon. Enfin moi à mon sens c'est comme ça que je le perçois. Ils n'ont pas trop le choix de démissionner. Hein. Faiza, est-ce que les élections le 4 juillet nous paraît encore tenables? Franchement moi j'espère que oui. J'ai l'impression que c'est un peu compromis, mais ma conviction personnelle, elle est qu'il faut permettre ce processus de transition démocratique. Je suis pas spécialement favorable à une démission de Ben Salah parce que tout simplement c'est la Constitution qui prévoit ce type de processus. Elle prévoit qu'ils doivent organiser la transition. Il n'a pas le droit ensuite de se présenter pour un mandat classique, je dirais, parce que là il est président par intérim mais pas président de manière normale entre guillemets. Moi, je pensais plutôt au départ que la démission de Bouteflika allait pouvoir un petit peu débloquer. Alors certes, le peuple, voilà, c'est une goutte d'eau, c'est une petite la victoire d'une première bataille, mais si on laissait Ben Salah jusqu'au 4 juillet organiser les élections et pouvoir organiser des campagnes électorales, parce que ça c'est important aussi. Il suffit pas aussi d'organiser simplement. Mais le délai est court, Faiza, quand même. Hein. Et j'ai pas entendu ce que tu as dit. Le délai est court quand même. Le délai est court, mais franchement, en 3 mois, c'est en fait le peuple a un tel besoin de s'exprimer que cette convocation entre guillemets aux urnes, elle peut être que bénéfique, je pense. Et c'est sûr que le délai est court, mais de toute manière, quand on veut faire des choses rapidement, il faut les faire. Et la sortie de crise, elle peut se faire qu'avec des élections en fait. Je vois pas comment parce que là même si Ben Salah démissionne et après il se passe quoi? Qui va venir? Alors oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vont continuer à dire toujours la même chose, on veut plus personne. En fait, il n'y aura jamais quelqu'un de suffisamment légitime aux yeux du peuple algérien pour pouvoir occuper ce poste sans subir les protestations de la rue. On a compris. Il y a un rejet du système politique dans sa globalité.
Oui. Et Ben Salah fait partie du système, donc à ce Ben titre, Salah il est fait partie rejeté. du système comme n'importe lequel des dirigeants qui pourraient venir le remplacer. Oui, mais moi j'ai la sensation, après je peux me tromper, mais que la démission de l'ancien Conseil constitutionnel, c'est un signal justement au peuple de dire que ils les entendent et que voilà, ils savent que la situation est particulièrement chaude, particulièrement tendue. Et après, je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Si Abdelkader Ben Salah était amené à démissionner, évidemment, il faudrait une alternative en face. Or, il y en a pas. Donc évidemment, il faut rester sur le plan de la Constitution déjà existante. Et bon, c'est peut-être le seul point favorable, c'est que certes, c'est un court délai, mais c'est aussi peut-être ce qui va jouer en leur faveur, parce que du coup, le peuple peut-être sera en mesure d'être patient. 01 40 33 9000 pour répondre à cette question du jour que l'on vous pose, évidemment sur Facebook pour y répondre, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM 2. Karim, bonjour. Bonjour Christophe, comment tu vas? Bah lui il va, ça va. Bon bah c'est le principal. Bonjour à tes invités, je crois qu'ils sont Audrey et Faïza, c'est ça? Exactement, tu Oui, crois bien. bonjour. 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 Non mais moi je voudrais juste dire deux choses et après un mot sur l'Algérie. Moi je veux dire que concernant l'incendie j'allais dire la Douai, j'allais dire la mosquée de Paris, de la cathédrale de France, moi ça m'a extrêmement peiné. Il y a eu un incendie à l'Aqsa, hein, personne n'en a parlé, hein, faut le dire quand même. Il y a eu quoi? Il y a eu un incendie aussi à la mosquée d'Al-Aqsa. Ah je savais pas. Bah oui, personne n'en a parlé forcément. Bon, ça a été beaucoup moins grave et dramatique que Notre-Dame, mais il y a eu quand même un incendie. D'accord. Ça reste Bah un moi je monument. voudrais simplement dire que moi je dis qu'il faut donner. Moi j'ai donné personnellement 50 € parce que j'ai une âme de donateur, hein. Moi je donne pour la Palestine, je donne pour la faim dans le monde, je donnais pour ça parce que c'est notre patrimoine et puis en solidarité avec les chrétiens de notre pays. Parce que moi, j'oublie pas non plus tout le bien que fait le Secours catholique. Je n'oublie pas non plus que les prêtres sont souvent des gens qui ouvrent leurs églises pour accueillir les sans-papiers et les sans-abri. Donc, puis ça fait partie. Et puis, en hommage à Victor Hugo, qui a pas beaucoup parlé de cette cathédrale. Et puis, moi, je veux dire qu'il faut donner parce que ça fait partie du patrimoine de notre culture et de notre pays. Et le livre Notre-Dame de Victor Hugo en tête des ventes sur Amazon. Bah, c'est très bien parce que Victor Hugo c'est un très très bon écrivain. Et puis que ce soit, si ça avait été la mosquée de Paris, moi j'aurais donné de la même manière. Il faut oublier les distinctions religieuses quand on est devant quelque chose comme ça. Bon. Il faut aider la France quand elle est touchée. Mais par contre, la seule chose moi qui me gêne, c'est deux petites choses. C'est que j'aurais aimé, là vous l'avez dit, mais je savais pas que il y a qu'une seule personne pour l'instant qui a renoncé à son abattement fiscal. Ça serait bien que tous ces mécènes, parce que faut pas oublier que c'est de l'argent privé, et jusqu'à preuve du contraire, dans un système capitaliste, on fait ce qu'on veut de son argent privé. Mais le problème, c'est que quand il donne 200 millions d'euros, s'il a un abattement de 50%, ça veut dire c'est comme si c'était l'État. Plus que 50%, on parle 66%. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire c'est comme si c'était, c'est comme si c'était l'État qui finançait, enfin. Ah oui, absolument. Bah ouais. Donc, Tout à fait. indirectement, c'est malhonnête parce que normalement, moi, je viens de faire un don de 50 €, moi, c'est selon mes moyens, hein. Mais moi, puis je cherche pas l'abattement fiscal, mais ils auraient dû, premièrement, renoncer à leur abattement fiscal. Là, ça aurait été beaucoup plus honnête. Mais ceci dit, moi, je dis que je préfère qu'ils donnent cet argent pour reconstruire Notre-Dame, oui, et donc participer à l'entretien de notre patrimoine, plutôt que de le foutre dans des paradis fiscaux. Mais ceci dit, moi, j'espère simplement une chose, bien qu'on n'a pas le droit de comparer, etc., mais j'ai du mal à ne pas comparer. La mairie de Paris, j'espère qu'elle dégainera 50 millions d'euros pour éviter que les gens crèvent dans les rues à l'hiver. Ah, c'est moins sûr. Ah, c'est moins sûr. C'est ça qui me choquerait plus. Bah, ça fait des années qu'il y a des pauvres dans Paris, hein. Il faut quand même pas faire de parallèle non plus parce que c'est malsain. Mais Ah ouais, moi, non mais bon, excuse-nous de nous intéresser à ce genre de parallèle ne me choque pas, au contraire, m'interroge sur le fait que la mairie de Paris soit capable de dégager 50 millions pour Notre-Dame, c'est très bien. Mais pourquoi elle n'en a pas fait autant pour les SDF? Ouais, parce que On c'est veut une cause construire des centres humaine et humanitaire, d'hébergement, voilà. des causes humanitaires. Madame Anne Hidalgo, elle sort un peu de son bureau de la mairie de Paris, elle voit bien que dans certains quartiers, et d'ailleurs dans des beaux quartiers, il y a aussi des pauvres, des gens qui dorment dehors, et que c'est juste pas Il m'a normal. rappelé ce matin, l'année dernière, 572 personnes sont mortes dans la rue en France.
Voilà, donc ça, ce sont des chiffres qui devraient quand même alerter, mais bon, a priori, on préfère investir dans la pierre que dans l'humain. Bon, bah écoutez, chacun son truc. Hein. Et puis une dernière chose, moi je voudrais bien, parce que je voudrais bien aussi, c'est toujours pareil, hein, on peut oublier, mais j'aurais tellement voulu qu'on investisse dans la reconstruction de Palmyre, qui est aussi un patrimoine de l'humanité, comme l'est Notre-Dame. J'aurais tellement voulu qu'on investisse quand on a pillé le musée de Bagdad, où il y avait des pièces, des pièces artistiques qui avaient plus de 4000 ans. Mais bon, je fais pas de parallèle, hein, mais bon, c'est vrai que les pays du Golfe, au lieu de faire la guerre, il ferait mieux de se lancer dans le mécénat. Ça rendrait beaucoup plus service à l'humanité plutôt que dans les guerres. Absolument. Merci mon Karim, bonne journée. À plus tard, salut. Ciao. En fait, tu devais nous parler d'Algérie, t'as parlé tout sauf d'Algérie. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, c'est le numéro de téléphone, hein, tout simple pour arriver jusque nous sur France Maghreb 2. On va parler dans un instant des protections de données. Ça va intéresser beaucoup de monde parce que moi le premier d'ailleurs, je vous le cache pas. C'est vrai qu'on fait des petites bêtises comme ça, on utilise des réseaux sociaux, on va sur internet, mais ça peut nous occasionner des torts. Hein. Et il faut être prudent. Voilà, on va en parler avec notre invité qui est d'ores et déjà là et on le salue. 01 40 33 9000 qui est avec nous. Allô. Très bien. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour arriver donc à la radio sur France Maghreb 2 dans le grand forum avec Audrey Pronosti et Faiza Ben Mohamed. Je vous rappelle donc la question du jour. Le président du Conseil constitutionnel algérien Taïeb Bellez a démissionné, vous le savez hier. Selon vous, est-ce le début d'un nouveau processus pour un changement de système tant attendu par le peuple? Eh bien, vous répondez à cette question. Oui, non sur Facebook, sur Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter le grand forum FM2. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô? Bonjour madame, quel est votre prénom? Ouria. Bonjour Ouria, vous nous appelez d'où? Bonjour. Paris. De Paris. Bonjour madame. Oula, vous avez une petite voix Ouria, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Bon alors on vous écoute Ouria, allez-y. Ça va. Bon. C'est juste, je vous appelle par rapport à la démission de... Taïeb Bellez, le président du Conseil constitutionnel, oui. Oui, vous savez, je suis très contente. Oui. Tout ce qu'il a fait comme mal, comme magouille. Et il est très très grave, ce monsieur-là. Par contre, même pour les autres, sa démission, elle dépend de l'armée. D'accord? On dit le peuple, c'est vrai, il est en train de pousser, c'est vrai, le Hirak il est là, le mouvement il est là, c'est vrai. Mais monsieur Guessard, je dis, vous entendez, vous voulez que celui-là, le premier, voilà, il a démissionné, le deuxième, ça sera Ben Saleh. Ça va pas tarder. Puis il y aura un troisième. Et puis il va dire, allez, on va faire des élections pendant 3 mois, le mois de juillet, je pense. C'est très juste. Je voulais juste répondre à une de vos collègues. Oui. Que 3 mois, c'est très, 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 très juste. Oui. Pas possible en été. Pour faire des campagnes? Pour faire une... Non, en plus en plein été, c'est vrai. Impossible. Ah oui, faire des élections en été, bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir un président qui va le mettre le Gaïd Salah. Non. Je suis pas d'accord, franchement. Je suis pas d'accord, franchement. On l'a bien entendu. Merci Ouria. Voilà. T'as vu Faiza? C'est pas possible au mois de juillet. Non, mais vous me faites rire. Comment ça on te fait rire? Parce que, en fait, vous proposez quoi? À part on n'est pas d'accord? Ah non, mais c'est sûr s'il n'y a pas d'alternative. Non mais Faiza, au mois de juillet, il y a la plupart des gens qui vont en vacances, d'accord? Le 4 juillet. Les vacances, on fait pas d'élection. On laisse l'Algérie comme ça en manifestation pendant tous les vendredis ou en plus, voilà, comme tu dis, ça va être les vacances, la diaspora algérienne qui va rentrer dans le pays, le mouvement va s'accentuer, il va y avoir des millions de manifestants en plus, des Français, des Espagnols, cette des diaspora Italiens. Pourra pas voter, hein. Si elle part en vacances en Algérie, elle pourra pas voter, hein. Non, mais même c'est même pas que pour voter. Je veux dire comment là, même si on repousse les élections, si Ben Salah ne démissionne pas, il va rester le président par intérim encore pendant combien de temps? Ouais. Le peuple va dire non, mais on veut pas de président par intérim, on veut pas de lui. Peu importe, c'est même pas le problème de Ben Salah. Ce sera n'importe lequel qui va prendre la place de Ben Salah. Ce sera la même chose. Exact. Le peuple ne sera pas satisfait. La seule solution qui puisse débloquer ça, c'est de pouvoir permettre un processus démocratique, une transition démocratique avec une opposition qui soit capable de faire campagne. Et pour l'instant, on a une opposition, c'est-à-dire le peuple algérien est opposé, mais on n'a pas de système d'opposition politique. Est-ce que vous connaissez le programme des opposants? Non. Est-ce que vous avez vu des opposants faire des tracts avec un programme pour l'Algérie? Moi, à part le clown Rachid Nekaz qui se met par la fenêtre en regardant Choufou Yalouled, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis en prison, ils m'ont ci, ils m'ont ça. Ouais. Pour l'instant, l'Algérie n'a pas de solution. C'est une impasse. Dans un instant, on est de retour très vite, mesdames, messieurs. 01 40 33 9000, c'est France Maghreb 2, c'est le grand forum. France
France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct dans cette émission Le Grand Forum avec, pour vous accompagner aujourd'hui, Audrey Pronosti et Faiza Ben Mohamed, qui est avec nous, bien sûr, qui sera présente, je le rappelle, ce samedi, pour la 36e rencontre des musulmans de France au Parc des Expositions, Paris-Le Bourget, avec une première intervention, prévue à 18h et une autre café débat à 19h30. Celle-là, elle vaut le coup. Je vous le dis, franchement, elle vaut le coup. Donc allez-y, 19h30, café débat. Ça se passera donc au Parc des Expositions, Paris-Le Bourget. Ma chère Audrey, je vous rappelle la question du jour, à laquelle vous pouvez répondre évidemment. C'est le président du Conseil constitutionnel algérien, Tayeb Bellez, qui a démissionné, vous le savez, hier. Selon vous, est-ce le début d'un nouveau processus pour un changement de système tant attendu par le peuple? C'est la question que vous pose et à laquelle vous répondez jusque 18h et même au-delà sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Mais pour l'heure, comme promis, on va parler des RPDG avec notre invité. J'ai fait une bonne, c'est ça, j'ai dit une bêtise. RGPD, oui. RGPD, voilà, merci beaucoup. Avec, bon, ça va, Faiza. Sacha Savic, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir en tout cas. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. On va pouvoir élaborer un champ assez large finalement autour de ces normes. C'est quoi alors? Expliquez-nous ce que c'est exactement. Le RGPD. Le RGPD, voilà, le fameux. C'est un règlement qui a été adopté le 25 mai 2018. Oui. Un règlement européen qui en fait cadre la protection des données à caractère personnel. Ouais. Donc comme le nom, le prénom, la collecte de données d'identité, données de santé, juridiques, informatiques, etc. Est-ce que ça veut dire que avant mai 2018, tout ça c'était un peu un immense bazar? Non, c'était pas un bazar, puisque on a la CNIL en France, la Commission nationale informatique et liberté, qui est le gendarme de la donnée et qui œuvrait bien sûr à cadrer tout ça. Oui. Alors vous êtes président président de la société RGPD Conforme. Voilà, c'est une plateforme en fait qui a une notion communautaire et qui permet à moindre coût, en tout cas, aux entreprises à taille humaine, aux petites, moyennes entreprises, PME, PMI, de pouvoir satisfaire à leurs obligations face à ce règlement général sur la protection des données. Ça donne quoi concrètement finalement? Je suis une petite moyenne entreprise, je fais appel à vos services. En quoi vous pouvez m'être utile? Aujourd'hui, la mise en conformité à ce règlement, n'est pas une mince affaire. Le processus en fait impose la mise en place de différentes choses, c'est-à-dire tenir des registres, nommer un pilote, dans certains cas, un représentant auprès des organismes de contrôle, sécuriser les données également selon bien évidemment les préconisations du règlement, tenir des registres, respecter des droits. Il faut savoir que les citoyens ont différents droits, qui est le droit d'accès à leurs données, le droit de rectification, de modification, un nouveau droit, le droit à la portabilité. Et ces droits-là, ils peuvent les faire exercer auprès de leur employeur, bien évidemment, et également tous les applications, les commerces ou les sites qui détiennent leurs données. Très bien. Alors, beaucoup de questions, hein, je disais, ça va être assez large et assez vaste, Sacha Savic, mais l'affaire Julian Assange, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis déjà de nombreuses années, mais plus la semaine dernière, depuis son arrestation à l'ambassade de l'Équateur à Londres, en Grande-Bretagne, l'affaire Wikileaks. Comment c'est possible aujourd'hui qu'un individu puisse faire fuiter autant d'informations, j'allais dire secrètes, qui mettent en cause aussi un État tel que les États-Unis par exemple? Enfin, voilà, un État et différents États. Après, Assange est un hacker, mais est avant tout un journaliste, faut pas l'oublier. Oui. Qui a différents réseaux, différents contacts, et l'information que l'homme a produit, je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait pas l'avoir. On parle des hackers depuis la nuit des temps, c'est connu. Mais vous répondez pas à la question. Vous dites pas comment on peut avoir accès à des données qui sont censées être protégées, parce que là par exemple on parlait de Julian Assange, donc là on parle quand même de la CIA, on parle quand même de la NSA, donc c'est quand même du très très lourd. Là on revient à votre échelle. Moi la première chose qui me vient à l'esprit, c'est je me dis voilà, je suis une entreprise, vous récoltez mes données. Très bien, il y a une structure, il y a une loi, mais je fais l'avocat du diable. Demain, vous décidez de vendre mes données. Vous décidez de le vendre à un concurrent.
Alors, Voilà. la Parce mise que en loi ou pas loi, conformité- vous les avez donnés, hein. Et après, c'est fini. Oui, en fait, la Alors, mise c'est en ça que je veux conformité de ce règlement n'impose pas en fait de récolter les données. Vous D'accord. voyez, par exemple, on prend une entreprise lambda, une PME, qui a des salariés, elle va avoir des données sur ses salariés. D'accord. Là, avec le RGPD, eh bien, il faut tenir un registre. Ouais. Où on va noter dans ce registre différents points. On va dire quelles sont les données qu'on a récoltées, Ouais. à quoi ça sert, quel est le fondement juridique en fait de la collecte de la donnée, et différents points comme ça. Mais on ne va pas prendre la donnée en elle-même. Ni la CNIL, ni le règlement, ni personne n'a besoin pour être en conformité au RGPD de donner ses données salariés, ses données clients, ses données prospects. Donc vous n'avez pas accès concrètement. Pas du tout. La mise en conformité à ce règlement n'impose pas de récolter les données. Comment Julian Assange a pu avoir de telles informations, d'après vous? Ah bah après on a dit Comment que c'est possible? On a dit que c'était un hacker, hein, donc avec le piratage informatique. Hein, Ouais. et Puis il puis y a après des ils ont traîtres également aussi. différents Enfin, contacts. des traîtres entre Est-ce qu'il y a, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont addicts, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, au téléphone, à Internet, aux réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des protections comme ça que vous pourriez nous donner des petits conseils pratiques? Honnêtement, oui, alors via Internet, bien sûr, il faut avoir des antivirus à jour, hein, il faut avoir des firewalls, mais surtout Y compris sur son téléphone? Ah bah sur son téléphone, c'est surtout un comportement. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Vous savez, vous parliez Snapchat tout à l'heure. Ouais. Eh ben bon, les gens pensent qu'ils peuvent envoyer des photos et que c'est pas retenu, etc. Ouais. Mais bon, voilà, vous avez peut-être tous des enfants. Je veux dire, on sait qu'ils peuvent faire des captures écran et puis après, diffuser les photos, garder la photo, même faire du chantage. Hein. Et d'ailleurs, le RGPD est parti d'un scandale de Facebook. Hein, je vous le rappelle. Allez-y, c'est quoi? Il y a eu des millions de comptes en fait qui ont été piratés justement. Ouais. Et Voilà, donc c'est effrayant. ah bah oui, bien sûr, et c'est pour ça que la France est vraiment précurseur hein, sur ce sujet, sur le RGPD, puisqu'elle a déposé un projet qui a été adopté. Donc, et il y a des millions de comptes qui ont été piratés et des photos de gamins, d'enfants qui se sont retrouvés sur des sites pédophiles, des sociétés également qui avaient des données sur leur compte Facebook et qui ont subi le cyber-rançonnage, et donc des gens qui se sont suicidés, des entreprises confirmées, des familles qui ont éclaté. Hein. Ça a été un scandale mondial. Donc Snapchat, c'est vraiment à éviter, quoi, non? C'est ce que vous me dites? Non, après, si vous voulez. Non, mais allez-y, dites-le moi, j'utilise pas, je m'en fous. Non, mais on va pas, je veux dire, interdire les gens d'évoluer avec leur temps. Mais maintenant, voilà, il faut, je pense, en tout cas, hein, c'est mon humble Éviter avis, les il faut comportements consommer ça avec modération, Ouais. bien évidemment, et faire attention. Voilà, pas exposer des photos, pas exposer de données personnelles. Après, vous savez, c'est comme tous les outils. Hein, Sur tous les réseaux sociaux en général, parce qu'on parle de Snapchat, mais on sait que par exemple sur Facebook, sur les comptes perso, il y en a beaucoup qui mettent des photos de leur famille, beaucoup qui évidemment, mettent des et- photos de leurs enfants en vacances ou quoi que ce soit. Faut éviter. Ah bah bien évidemment. Ou usurpation Bien d'identité, évidemment, il y a c'est l'usurpation terrible. d'identité. Même si on est sur un compte personnel où on est censé être entre amis. Bah regardez, il y a encore quelques mois, il y a eu un scandale Facebook qui se sont fait redresser, hein, parce que justement ils vendaient des données. Avant ça, quasiment tous les ans, eh bien on a les GAFAR, hein, Google, Yahoo, Facebook, qui ont des amendes et des sanctions hein, Oui. par la CNIL entre autres. Quel est le réseau social le plus vulnérable? D'après vous, hein, d'après votre retour, votre expérience. Honnêtement, après moi mon retour c'est Facebook. Hein, Ah oui. mais après voilà, j'ai pas eu le retour des autres réseaux sociaux. Hein. Bon, Faiza, t'entends Twitter, t'es tranquille toi, hein, c'est bon. Heureusement, parce que là, je me sens pas, genre, je pense que si on m'enlève Twitter, je vais me sentir pas bien. Mais après, c'est vrai que c'est problématique parce que, comme l'a dit monsieur, voilà, on essaye un peu de vivre avec notre temps et les outils comme Snapchat, Facebook, Instagram, où on a tendance de manière un peu parfois légère, et moi la première, hein, à diffuser nos lieux de vacances, des photos de nos enfants, des photos en milieu professionnel, des choses hyper perso avec des membres de nos familles et tout. C'est sûr que c'est en fait on adopte un peu des comportements qui peuvent nous porter préjudice, qui peuvent être dangereux, d'autant plus que, il faut le rappeler, le gouvernement a annoncé en début d'année qu'il allait expérimenter la possibilité de comparer les revenus fiscaux déclarés avec les photos qui sont postées sur les réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas des incompatibilités, disons, avec notamment les personnes qui bénéficient des minima sociaux. Donc en fait, c'est-à-dire que le gouvernement va se servir de ce qu'on poste de notre plein gré pour faire un peu du flicage sur le niveau de vie des Français, et ça, pour moi, ça pose aussi problème. Sacha Savic, ça c'est problématique quand même. Ah oui, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Oui. Mais bon, il y a des pays où ça se fait depuis longtemps. Hein. Ah bon? Et genre
Oui, on va pas jouer l'Assange, hein, on va pas. Ah oui. Bah, si, on joue l'Assange. Mais alors. c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Non, bah, vous prenez l'exemple de la vidéosurveillance en Angleterre. Hein. Oui. Ouais. Ça fait des années qu'ils utilisent la vidéosurveillance pour croiser en fait des données. Ça s'appelle des croisements de fichiers, des croisements de données, Ouais. pour pouvoir interpeller les gens. On s'y est mis en France récemment également. Et là, oui, c'est dramatique effectivement, mais ils vont utiliser les photos des réseaux sociaux, ce que vous allez poster, pour essayer de prouver que vous gagnez plus d'argent ou que vous avez tel ou tel mode de vie. Sacha Savic, c'est très compliqué en plus d'avoir une vie privée quand on a par exemple installé Facebook sur son téléphone et qu'on utilise Facebook. Pourquoi ? Bah parce que vous dites à votre femme je vais acheter du pain et elle voit que finalement vous êtes à telle adresse qui ne correspond en rien à la boulangerie. Ah, C'est problématique, j'aime bien ça peut occasionner l'exemple. quelques problèmes quoi. Le ce genre de cliché truc. quoi. Non mais c'est une vraie balance Facebook et le téléphone en l'occurrence. Non, surtout à notre époque, vous savez, après tous les moyens de communication permettent aussi, il y a les plus, il y a les moins. Après, il faut pas dénigrer, je pense. Non, mais après, il y a les employeurs aussi. Parce que ça, Oui, c'est aussi, terrible, oui, les absolument. employeurs. Il y a les employeurs Parce qui qu'il espionnent. Il y a même plus de vie privée, vie de Oui, professionnelle. mais le règlement général sur la protection des données a justement été fait pour ça. Après, on a aujourd'hui, on compte aller entre 10 et 15% des entreprises françaises et européennes. Est-ce que c'est vraiment respecté ? Franchement, la plupart des employeurs utilisent ces réseaux sociaux pour avoir un profil des personnes potentiellement intéressantes pour eux, quoi. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a à peine allé entre 10 et 15% des entreprises européennes qui sont en conformité à ce règlement-là. Maintenant, ils vont être contraints et obligés de le respecter parce qu'il y a de lourdes sanctions. C'est pas simplement un règlement qui a été imposé comme ça, qui a été mis là pour faire plaisir à tout le monde. Ça a vraiment un enjeu mondial en fait, parce que les sanctions, c'est 4% du chiffre d'affaires, 1 500 000 € d'amende en sanctions pénales, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, des sanctions rendues publiques qui sont... Et les lois sont appliquées vraiment ? Ah oui, bien évidemment. Vous voyez, la CNIL a laissé 1 an en fait aux entreprises à taille humaine, vu que il y a eu une mauvaise communication, pour se mettre en conformité. C'est-à-dire à partir du 25 mai 2018. Aujourd'hui, nous on est sur le terrain tous les jours. Ouais. Tous les jours, on rencontre des dirigeants d'entreprises, on rencontre des PME, des TPE, des commerçants, et des associations qui, par exemple, eux, sont un président, une présidente d'association. Elle fait ça bénévolement, c'est sa passion. On prend un club de judo, elle va prendre des photos, des adhérents, des gamins, etc. Si demain ces photos-là se retrouvent sur des sites pédophiles, derrière le président ou la présidente, encourt de l'emprisonnement, des amendes, alors qu'elle a rien demandé. Et j'ai une autre question qui n'a, je referme cette parenthèse. Oui. Comment vous faites pour gérer lorsque vous êtes face à des cas de cyberharcèlement ? Parce que si vous devez protéger des données et que vous avez une victime, qui est victime de cyberharcèlement, comment vous faites ? Parce que vous pouvez pas les utiliser ces données, sachant que vous n'y avez pas accès, vous m'avez dit, mais comment vous faites ? Parce que comment vous faites pour protéger ? En fait, je vous explique. Nous, quand on rencontre Expliquez-nous. Ça tombe bien, vous êtes là pour ça. Je suis là pour ça. Voilà. Quand on rencontre une entreprise, on va faire un audit. Oui. En fait, on va auditer tout le parc informationnel. Oui. On va auditer également. Donc, on a des logiciels qui nous permettent, avec des questions précises, avec des codes, avec des normes, d'étudier le système de sécurité informatique de la personne. Suite à ça, en fait, on va faire une charte de sécurité des systèmes informatiques et on va mettre en place des préconisations avec un mot de passe qui dépasse 8 caractères, avec tel antivirus, tel firewall, avec on va rééduquer en fait les gens. Vous voyez, quand on accède à un PC où on a une clé USB qui traîne par exemple sur un bureau où il y a des données, n'importe qui peut voler cette clé-là, utiliser ces données-là et en faire tout et n'importe quoi comme du cyberharcèlement par exemple. Ça, avec justement cette charte de sécurité des systèmes informatiques, on va l'interdire. On va faire signer des clauses, on va faire signer des avenants au contrat, où on va obliger les gens en fait derrière. Et c'est vrai que le système de sanctions de ce règlement général sur la protection des données est quand même très dissuasif. D'accord, donc c'est des systèmes qui bloquent en fait l'accès. Quelques questions pratiques. On m'a toujours dit par exemple qu'il était préférable d'utiliser un Mac qu'un PC par exemple. Oui, mais c'est plus vrai ça. C'est plus... Ah oui, c'est plus vrai ? Ça peut être piraté aussi apparemment. Ah, très bien, très bien. Bon, c'est bon à savoir. Est-ce que c'est vrai que quand on utilise WhatsApp, nos conversations sont cryptées ? Alors oui, à l'origine c'est crypté, mais il faut savoir que les conversations, normalement, se trouvent sur un serveur, puisque c'est obligé de passer sur un serveur pour arriver au destinataire. Donc oui, effectivement, c'est crypté.
Mais bon, après, vous voyez, il y a des gamins qui ont réussi à rentrer dans le Pentagone. Pourtant, les données, je pense que les données étaient hyper cryptées. Et puis, bon, bah voilà. Hein. J'ai une petite question à vous poser qui m'intéresse à plusieurs titres d'ailleurs. Comment on fait pour savoir si on est sur écoute? Honnêtement, là, je peux pas vous donner. Et à mon non, mais avis, je pense dites-moi, que ça- t'es pas le seul à te poser la Dites-moi question. parce que je me Christophe. pose la question, moi. Est-ce que je suis sur écoute? Par qui? Comment? On peut pas le savoir. Il y a pas moyen de. Il n'y a aucun moyen de savoir. Honnêtement, après, bon, bah, ils mettent des. Non, mais si vous voulez me le dire en antenne, vous pouvez me le dire aussi. Hein. Non, mais je sais pas. Allez-y. Hein. Ouais. Ça dépasse mes fonctions. Bon, très bien. Alors, par exemple, tiens, quand on va sur Internet, Oui. est-ce qu'il y a un navigateur qui est conseillé plus qu'un autre? Entre Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, est-ce qu'il y a des navigateurs qui sont quand même beaucoup plus sécurisés que d'autres? Alors, en antivirus, en firewall, je peux vous répondre. Après, au niveau du navigateur, nous, on va tout sur Google. Hein. Il y a Chrome, après il y a Firefox, ainsi de suite. Mais honnêtement, un navigateur plus sécurisé que l'autre, je peux pas vous répondre malheureusement. Ouais. Donc alors c'est vrai qu'on apprend des choses quand même. On apprend que Mac, moi j'ai toujours appris que finalement il y avait jamais de virus, que c'était ça marchait nickel, qu'il n'y avait pas de moyen de se faire pirater. Ben on apprend que oui, grâce à vous, Sacha Savic, ça c'est. Oui, grâce à moi. Oui, voilà, c'est grâce à gentil, vous. mais Bon, alors vous êtes donc vous avez créé cette société qui marche plutôt bien. c'est et une plateforme. Voilà, une plateforme qui se veut communautaire. Oui. Et qui permet d'une part en s'inscrivant en fait sur cette plateforme de bénéficier gratuitement de conseils juridiques. Donc on est en lien via un chat avec des juristes experts qui vous répondent gratuitement sur le RGPD, mais sur diverses questions juridiques. Les sociétés à taille humaine, puisque nous sommes spécialisés dans les sociétés à taille humaine, peuvent télécharger un guide dédié. Si vous allez sur le site de la CNIL, vous avez un guide pour vous mettre en conformité, mais c'est le guide des PME, guide des professionnels de santé ou encore des sous-traitants. Nous avons en fait créé des guides pour les commerçants, les agences immobilières, les transporteurs, les sociétés de mécanique de précision et autres. Et en même temps, ils ont accès à une veille juridique et à différents outils qui leur permettent en fait gratuitement de se mettre en conformité. Et d'un autre côté, sur cette plateforme-là, on a en fait un accès où là ils peuvent souscrire à un abonnement. Donc pour des sociétés à taille humaine jusqu'à 10 salariés, on va être à un forfait d'€1 par jour. Donc c'est dérisoire, c'est symbolique, mais c'est l'automatisation en fait de notre plateforme qui nous permet de pouvoir sortir ces forfaits-là. Voilà. D'accord. Pour que tout le monde puisse se mettre en conformité. Alors effectivement, quand on parle de RGPD, on pense aux grosses structures. Alors effectivement, plus on gère de données, plus on est concerné. Et plus on a de risques en fait face au RGPD. Mais vous prenez demain une société qui fait de la livraison à domicile, un restaurateur, il va avoir un logiciel pour enregistrer le nom, le prénom, l'adresse, le digicode de la personne chez qui il va livrer son plat. Si demain ces données-là entrent en possession, de quelqu'un qui veut aller cambrioler, violer, dérober, agresser, qui est-ce qu'on va aller chercher? C'est la personne qui est à l'origine de la collecte, c'est-à-dire le restaurateur. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques. Et donc du pénal, des amendes et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment ces petites sociétés-là, les sociétés à taille humaine, qui effectivement, comme ça au premier abord, ne sont pas concernées par le RGPD, mais c'est elles qui risquent le plus en fait. Ah ouais. Voilà. Petite question aussi, on m'a toujours dit qu'il fallait faire attention quand on se connecte à une Wi-Fi publique. Ah C'est oui, vrai totalement. Pourquoi Et c'est soumis Pourquoi au RGPD. Parce que tout le monde peut accéder au Wi-Fi public. Et donc on peut se connecter, si vous voulez, à votre ordinateur. Lorsqu'on va par exemple dans une gare ou dans un aéroport, on se connecte dans une Wi-Fi un Wi-Fi public. et on me demande d'accepter les conditions générales. Qu'on lit jamais, faut le dire clairement. On lit Personne ne jamais, lit les conditions bien sûr, générales. bien sûr. Ah, c'est ça. Le Wi-Fi public, c'est très dangereux, parce qu'on peut accéder à vos données, à votre PC, prendre la main, récupérer vos documents bancaires par exemple, vous faire du chantage et ainsi de suite ou l'usurpation d'identité. Ça peut aller très loin, bien sûr. D'accord, donc quand on est content d'avoir de la Wi-Fi lorsqu'on a pris l'avion, vaut mieux éviter Vaut mieux éviter, oui, si vous avez des hackers ou des pirates à côté, le Wi-Fi public, vaut mieux éviter. Et ces fameuses grandes entreprises que sont les aéroports ou la SNCF, pour ne citer que, elles ont quand même un système de protection quand même, non? Oui, bien sûr, mais après, vous savez, si vous avez votre voisin ou quelqu'un qui est dans le train, qui partage le même réseau que vous, et c'est un pirate et il veut récupérer des données, c'est pas ce qui va l'arrêter. Il n'a pas sécurisé la Wi-Fi, par exemple. On nous apprend que dans quelques semaines, voire quelques mois, la Wi-Fi sera disponible dans tout le métro parisien. Oui. C'est pas conseillé de s'y connecter, donc. Ah non, parce que tout le monde s'y connecte. Ouais.
Bon, bah c'est bon à savoir. Voilà, Oui, mes donc amis, on faire a une l'impression campagne que de tout ça, communication. ma chère Faiza, toi qui vis en avion samedi, quand tu vas arriver à Orly, voilà quoi. Me connecterai pas, on sait jamais. Mais non, mais je suis plutôt prudente là-dessus, d'autant plus que de par mon activité professionnelle, je suis amenée à travailler avec des données qui sont sensibles et que parfois je peux même pas utiliser tellement elles sont sensibles. Je fais hyper attention, notamment on parlait tout à l'heure de WhatsApp. WhatsApp, oui, certes, c'est quelque chose. Il y a un chiffrage, c'est quelque chose qui est théoriquement sécurisé, mais moi, quand ça devient trop sensible, je sors de WhatsApp. Et je pars directement sur quelque chose comme Telegram ou Signal, par exemple, que je. Ah, Telegram. Il y a Signal, ouais. Signal, il paraît que c'est très bon. Signal, Pour l'instant, c'est bon. en tout cas. Après, ils ont une D'accord. mauvaise qualité d'appel, mais dans les messages, en tout cas, c'est très bien. Telegram, je pense que ça fait Telegram, partie- ça a été utilisé par les djihadistes, non? Telegram, je crois. En fait, elle est surnommée la messagerie des terroristes. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de groupes comme ça qui se structurent via Telegram, des appels à des attentats qui ont été préparés, fomentés via des messageries Telegram. On connaît l'histoire de Rachid Kassim notamment qui avait radicalisé des jeunes filles par Telegram et il n'a jamais été attrapé. Après, là où les gens parce que j'ai déjà entendu ça, j'avais travaillé un jour justement sur ce système de Telegram pour un article et on nous disait ouais mais la police des fois elle explique que voilà ils ont arrêté telle ou telle personne parce qu'elle communiquait sur Telegram, mais en fait c'est pas Telegram qui a posé problème. C'est le fait que le matin, la personne qui était ciblée par la police, par exemple pour des écoutes, et que la police n'a pas réussi. Le matin, ils se font perquisitionner et ils n'ont pas effacé leur discussion Telegram. Et donc quand la police arrive, elle prend le téléphone et elle trouve la discussion Telegram parce qu'elle s'efface pas si vous n'avez pas pris vous-même une option spécifique qui fait que la discussion s'autodétruit au bout d'une heure. Et en fait, les gens prennent la précaution parce qu'ils pensent qu'il y a que les écoutes qui posent problème, mais non. La police, quand elle vient vous perquisitionner, elle prend votre téléphone, elle l'utilise et parfois même en dehors des règles de droit. Ouais. Oui, parce qu'il faut trouver le bon chiffrement pour tomber sur la conversation. Donc, Telegram, vous connaissez Sacha Savic? Moi, je connais Signal. Ouais. C'est mon avocat qui m'en a parlé. Je vous dis tout. Hein. Ouais. Et apparemment, voilà, il paraît que c'est bien crypté, que en tout cas pour l'instant, c'est plus ou moins bien sécurisé en tout cas. Bon, des questions à poser. Profitez-en, mesdames, messieurs, à Sacha Savic, vous qui êtes addict des réseaux sociaux, d'internet. Vous êtes peut-être une entreprise, vous avez envie de protéger vos données, hein, ce qui est logique. Eh bien, Sacha Savic est là pour répondre à toutes vos questions. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 en direct jusque 18h avec Audrey Pronosti et Faiza Ben Mohamed et notre invité Sacha Savic, c'est dur à dire, Sacha Savic, voilà, qui est avec nous, donc président de la société RGPD Conforme, avec nous pour essayer d'être le plus ludique possible, pour essayer de répondre aux questions des auditrices et des auditeurs. On va parler aussi des mails, je crois, avec un auditeur qui est avec nous, il s'appelle Jamel. Bonjour Jamel. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, racontez- Jamel. Bonjour à vos invités. Alors, posez votre question, Jamel. Enfin, parlez-nous de votre problème que vous avez rencontré dû à un mail, je crois. Oui, exactement. Alors, j'ai reçu un mail sur ma boîte mail. Oui. Et finalement, de ma propre boîte mail, en fait. Alors, Donc ça veut dire que c'est comme si vous vous étiez envoyé un mail, c'est ça? Exactement. En tout cas, c'était mon adresse qui est apparue sur l'adresse de celui qui m'a envoyé, en fait. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Vous l'avez ouvert ils ou pas? vous ont demandé de l'argent, c'est ça? Pardon? Ils vous ont demandé de l'argent, de payer en Bitcoin. Exactement. C'est ça. Disons que j'ai été sur un site machin et qu'il avait installé un antivirus sur le site, que voilà, il a essayé de prendre le contrôle de l'appareil et de mettre en RDP ou un truc comme ça. Oui, non, mais c'est faux. Vous inquiétez pas. Ils font ça à plusieurs gens. C'est quand vous allez sur certains sites où justement ces hackers, ces pirates, ils font de la veille. Hein, et puis ils utilisent votre propre boîte mail. Donc vous recevez un mail de votre boîte, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez, et puis là ils vous demandent de payer. Sinon ils vont divulguer à tous vos contacts, etc. Mais c'est de l'intimidation, pardon, et ils font rien derrière. Donc il faut Mais surtout le pas problème, répondre c'est que- à ça. C'est que- Le c'est problème, ils ont bien mentionné mon mot de passe, c'est ce qui m'intrigue le plus, en fait. Bah oui, vous savez, c'est le piratage, c'est comme ça. Hein, donc et ils accèdent après à une partie, mais il faut surtout pas répondre et surtout pas payer.
Oui. Est-ce qu'il y a un moyen? Non, je compte pas le faire en tout cas. Oui, c'est préférable, hein, Jamel. Merci beaucoup, Jamel, en tout cas. Je vous remercie pour vous m'avez rassuré en tout cas. Très bien, bonne soirée. Bonne soirée à vous, Jamel. 01 40 33 9000 si vous voulez poser des questions, profitez de la présence de Sacha Savic. Oui, Je vais pas y arriver, hein. Je pense qu'il va falloir une heure pour que je m'y habitue. RGPD conforme, c'est plus simple. Voilà. Mais non, mais bon, vous avez un prénom, un nom quand même, une identité. Oui, c'est vrai. Mais Bon, quand même. Non, mais cela pose la question aussi. Est-ce qu'il y a moyen de savoir quand on reçoit des mails, on en reçoit beaucoup tous sur toute cette table par jour. Est-ce qu'il y a moyen de savoir quel type de mail il faut absolument pas ouvrir? C'est compliqué. Bon, déjà, si vous recevez un mail de votre propre boîte mail, comme notre ami Jamel, il faut surtout pas le faire. Après, bon, bah, ils usent de différentes ruses, donc c'est compliqué. Mais maintenant, voilà, si c'est pas des gens que vous connaissez, il vaut mieux pas le faire, quoi. Oui. Alors, autre question aussi, je suppose que beaucoup aussi se reconnaissent là-dedans. Vous êtes chez un opérateur, on va prendre Free en exemple. Vous recevez un mail de Free qui vous indique qu'il y a eu un retard de paiement sur votre facture, et donc vous cliquez sur le lien et là il vous demande d'entrer votre carte bleue. Et alors, ce qui est étrange, c'est que le site en question, ça ressemble au site de Free, quoi, avec vraiment presque à la perfection, j'ai envie de dire. Sauf que c'est pas Free, et Free ne demande jamais la carte bleue pour ce type de truc. Donc, bien sûr. Oui, mais bon, quand on est quelqu'un qui est pas forcément connaisseur dans le truc, on se dit, j'ai envie de payer ma facture, j'ai pas envie de devoir de l'argent, donc je paye. Et alors, c'est fini. Ah bah là c'est fini. Moi je vous donne un exemple avec le RGPD. Il y a un médecin récemment qui a reçu un courrier, pareil, d'un organisme soi-disant officiel qui demandait de payer, je crois que c'était 700 €. C'est publié sur le site de la CNIL pour se mettre en conformité à ce règlement. Et donc la personne a payé, le médecin a payé. Et puis derrière, bah, bien évidemment, il a jamais revu son argent. Donc il faut être vigilant. La CNIL, les États publics ne demandent jamais de payer pour la mise en conformité ou autre chose, bien évidemment. Et dans ce cas-là, une fois que les données, enfin en tout cas les coordonnées bancaires ont été divulguées, ça reste les mêmes. Bon, après, si effectivement il y a opposition, ça change. Mais comment on peut prouver que il y a eu arnaque, en fait, si je puis dire? Comment on peut le prouver? Après, vous donnez votre carte bleue, vous donnez les coordonnées, donc forcément. Après, c'est fichu. Et même si c'est quelqu'un d'autre, bien sûr. Oui. Après, il faut. Après, voilà. Bon, après, il faut se rapprocher de la banque. Il y a des assurances, vous pouvez vous faire rembourser, mais généralement, c'est la croix et la bannière, oui. 01 40 33 9000 pour vos questions. On va accueillir Nordine, mais juste avant que j'oublie ma question, parce que moi, ça m'est arrivé. Tout à l'heure, vous disiez oui, vous risquez rien par rapport au fait que l'individu puisse rentrer sur votre ordinateur. Ça m'est arrivé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, où un truc est rentré dans mon ordinateur et me demandait de payer, sinon mon ordinateur est complètement détruit. Et au fur et à mesure, le message apparaissait de plus en plus. Il a fallu que je dégage ce virus de salopard. Oui. Qui m'a vraiment très ennuyé. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est pas mais ça m'a embêté, ça. Ah bah oui, effectivement, oui. Et c'était sur PC, je le précise. Et pourquoi c'est un autre sujet? Moi, j'aurais justement pensé que ça. Là, c'est parce que vous téléchargez. Souvent des applications gratuites ou comme Word, Excel ou d'autres choses. Et puis derrière, en fait, il y a un antivirus, il y a un virus qui se télécharge sur votre PC. Et puis là, vous êtes marron, si vous n'avez pas un bon antivirus comme Kaspersky ou autre. Eh ben là, c'est. Il me demandait, je sais plus combien de dollars le. Ouais. Bon, j'ai pas payé évidemment. Nordine qui nous appelle de Paris, il a une société de service à la personne et il souhaiterait vous poser une question. Nordine, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Nordine. Bonsoir et bienvenue Nordine, on vous écoute pour votre question. Alors, je suis tombé sur cette émission où on parle de protection de données. Donc, en effet, moi je suis à la tête d'une société de service à la personne. J'emploie j'emploie aujourd'hui 34 personnes. Mes effectifs sont appelés à la hausse dans les prochains mois, compte tenu du volume d'activité. Et donc, alors, si j'ai bien compris, en fait, moi je détiens des données, évidemment, les données de mes salariés, etc. Je voudrais savoir en quoi je suis concerné par ce règlement, parce que c'est par cette réglementation, je sais pas comment il faut l'appeler. En quoi il est concerné par le RGPD? Voilà, c'est ça la question. Si vous voulez, aujourd'hui, les entreprises de toute taille sont concernées par ce règlement. À partir du moment où vous détenez des données, comme des noms, des prénoms, des coordonnées bancaires, des informations personnelles, juridiques, eh bien, vous devez vous conformer à ce règlement, en fait. Donc là, dans votre cas, quel est le processus? Vous avez. Alors, oui, justement, comment est-ce qu'on fait pour ça? Parce que moi,
c'est la première fois que je tombe des nues là. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui. Enfin, la première fois. Oui, c'est en tout cas en termes d'obligation, c'est la première fois que j'entends parler de cette. Si j'ai bien compris, c'est une obligation. Voilà, c'est le règlement général sur la protection des données est un règlement. Il est obligatoire pour toutes les entreprises européennes en fait. Et le processus, en tout cas, c'est la mise en place de 6 points. Il faut nommer un pilote auprès des organismes de contrôle. Si vous avez bien évidemment 250 salariés et plus, mais il faut mettre en place des registres, il faut sécuriser vos données, il faut changer vos mentions légales, les conditions générales de vente. Ouais, mais il fait comment, Sacha? Tout ça. Il faut le contacter. Justement, c'est comment on fait le mode opératoire. Voilà, le mode opératoire, parce que Nordine, il a 34 salariés, il connaît pas. Moi, ce que je vous propose, Nordine, c'est de vous connecter sur notre plateforme qui est rgpdconforme.fr. Donc, alors, conforme, attendez, il n'y a pas de je vais noter, excusez-moi. RGPD conforme. RGPD conforme. C-O-N-F-O-R-M. Oui, conforme. Donc, conforme. Et vous créez votre espace et là, vous aurez un pré-audit gratuit, un état des lieux également de votre conformité. Et derrière, on pourra mettre en place tous les outils nécessaires. Nous gérons la conformité dans son intégralité. Nous faisons les audits, nous formons votre personnel, nous créons vos registres, nous refons toutes vos conditions générales, toutes les mentions légales. Nous vous fournissons tous les supports nécessaires, bien évidemment. Nous faisons les bilans en fin d'année également. Et vous avez accès via votre plateforme avec un login et un mot de passe à tous vos documents en fait juridiques. Voilà. Et à côté, voilà, vous avez un abonnement. Là aujourd'hui, vous avez une quinzaine de salariés, c'est ça? Non, j'ai aujourd'hui 35, on va dire 35 salariés. Ouais, je prévois d'en embaucher 7-8 dans la prochaine quinzaine. Ouais. D'accord. On a de nouveaux contrats et donc on est appelé à très court terme là, dans les 3 mois, à être une cinquantaine environ. Ouais. Voilà. Il est concerné lui. Oui, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, donc RGPD conforme. Conforme à la fin. Sans E à la fin, sans E. Pour le conforme, voilà. .fr. Ah, sans eux. Oui. Non, les œufs, c'est mauvais pour la santé, vous savez. Merci beaucoup, mon Nordine, et bon courage. Merci. Comme quoi, vous avez bien fait d'écouter France Maghreb 2, ça a servi à quelque chose aujourd'hui. Écoutez, oui, franchement. Comme tous les jours. Vraiment. Merci Nordine, à bientôt. 01 40 33 9000, vous êtes peut-être chef d'entreprise ou un simple salarié. Tiens, moi je détiens le numéro de carte bleue de Faiza. Qu'est-ce que je risque si je le fais fuiter sur Internet? J'arrive tout de suite. Non, t'as pas le temps, je me suis barré déjà. Qu'est-ce que je risque? Non, mais sincèrement, qu'est-ce que je risque? Ah bah là, l'emprisonnement, et puis bon, il n'y a pas que le RGPD là qui va vous tomber dessus. Le HEPS, Christophe. Voilà, exactement. Bon, d'accord alors. Ok, j'efface donc le message que tu m'as envoyé tout à l'heure. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Je vois que ça intéresse beaucoup de gens et c'est très intéressant pour vos questions en direct au 01 40 33 9000 bien entendu. Donc on rappelle peut-être à ceux qui viennent de nous rejoindre, qui sortent du travail, parce que ça afflue, c'est massif à cette heure-ci à la radio. Sacha Savic, c'est que vous déconseillez quand on utilise son téléphone de vous connecter à une Wi-Fi publique, une Wi-Fi ouverte, parce que c'est le meilleur moyen où on peut se faire aspirer ses données importantes, des trucs qu'on détient dans son téléphone et qu'on n'a pas forcément envie que ça soit connu par les autres. Par exemple des numéros de carte bleue, d'ailleurs à éviter, des numéros de carte bleue, c'est qu'il y a des applications maintenant on peut payer même avec son téléphone, c'est à éviter ce genre de truc. Non, parce qu'après les applications avec le téléphone sont limitées. Vous pouvez payer jusqu'à 15, 20, 30 euros. Donc allez, voilà, même s'il y a un problème, on perd 15, 20, 30 balles quoi. D'accord. Donc Morad, est avec nous depuis Bobigny. Bonsoir Morad. Ouais, salut Christophe. Déjà un grand bravo pour ton émission. Merci que Morad. Je suis depuis quelques années, donc toujours au top, c'est bien. Merci Faut continuer comme ça. Oui, on va tâcher et on va faire mieux. Je vous dis rien, mais j'ai tellement envie de vous le dire, mais bon. Allez-y Morad. Non, je dis rien. Surprise. Okay. J'avais une petite question là, en fait, Morad, par rapport au VPN. Qu'est-ce qu'ils pensent votre spécialiste là aujourd'hui, votre invité, qu'est-ce qu'il pense des VPN justement par rapport à la protection des données? Est-ce que c'est quelque chose de fiable? C'est quoi les VPN d'abord? Moi je connais pas, c'est quoi les VPN? Le VPN, c'est ça? VPN? Les VPN, oui, tout à fait. Les VPN, c'est un tunnel qui, en quelque sorte, camoufle ton adresse IP, en fait. Oui. Alors, Sacha? Honnêtement, je connais pas. Donc, je voudrais pas vous induire en erreur. Ça me surprend. C'est Virtual Private Network.
la signification. Oui, tout à fait, mais après, je connais le VTN dans l'absolu, mais après, est-ce que c'est vraiment fiable, est-ce que c'est vraiment sécurisé? Je veux pas vous induire en erreur, quoi. Ouais, donc quand on sait pas, il faut savoir dire non aussi, n'est-ce pas? Bon, désolé, désolé, on aura essayé. Non, mais c'est bien, au moins. C'est bien, faut continuer comme ça, d'informer les gens, c'est toujours au top, Christophe, parfait. Merci mon gars, à bientôt. Merci. On suivra le ramadan ensemble, y a pas de souci. T'inquiète. Ouais, on sera en pleine forme, vous allez voir. Très agressif. Non, pas du tout. 01 40 33 9000. Non, mais pour ceux qui fument, c'est un drame, faut le dire. Voilà. Alors. Il y aura le LGF pendant le ramadan? Tiens, Faiza se réveille. Non mais tu sais, le ramadan, on s'arrête pas de travailler. La vie continue, Faiza. Heureusement. On va être fatigué, on va être faible. Non, on va pas être faible, on va être au top, t'inquiète. On fera des émissions sur les gâteaux et tout, tranquille, parce que sinon on va pas y arriver. Bon, alors aujourd'hui, on parle des RGPD. Donc vous avez compris, RGPD. Vous êtes une entreprise petite, moyenne ou un peu plus grande et vous devez de vous conformer à cette nouvelle règle. C'est obligatoire. Et s'il y a des fuites quelconques, le chef d'entreprise, si j'ai bien compris, est responsable. Oui, totalement, Totalement responsable, pénalement punissable. Bah oui, c'est 4% du chiffre d'affaires, 20 millions d'euros, 5 ans d'emprisonnement. Les peines sont cumulables. On peut aller aussi au pénal jusqu'à 1 500 000 euros en plus. Donc c'est voilà, c'est pas rien quoi. Mais là, à l'image de notre auditeur, je crois que c'est Nordine. Oui. J'ai l'impression que c'est pas si connu que ça en fin de compte, des non, chefs de... Justement, oui, effectivement. Si vous voulez, nous on a avant toute chose un devoir d'information. Oui. On essaie aussi de banaliser le discours parce que effectivement, on est vraiment dans le juridique. Il y a 99 normes. Alors vous avez des centres de formation qui proposent des formations de 2 jours et demi, 3 jours, qui coûtent entre 2500 et 3000 euros et ils forment les dirigeants d'entreprise, mais après le dirigeant au bout de 3 jours, il devient pas juriste. Et puis il va se retrouver face à lui-même. Il va devoir mettre en place sa protection informatique. Il va devoir revoir toute la partie juridique puisque la conformité du RGPD, c'est une conformité juridique mais également informatique. Donc il faut avoir néanmoins les deux notions quoi. Est-ce que vous savez hacker, Sacha? Non. Est-ce que je vous demande d'aller dans l'ordinateur de Faiza, on est capable d'y aller ou pas? Honnêtement, si j'ai pas son code, je n'y arriverai pas. Ouais, mais moi je pense que si c'est le cas, il le dira pas. Ouais. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui avec moi. Il veut ma carte bleue, mon ordinateur, mon téléphone, la carte bancaire. Méfie-toi. On a une auditrice qui nous appelle, c'est un cabinet dentaire, pour être précis, qui souhaite avoir des renseignements. Bonsoir madame, quel est votre prénom, pardon? Jenna. Voilà. Jenna, vous nous appelez d'où, Jenna? Oui, bonsoir Jenna. Du 94. On vous écoute pour vos renseignements que vous souhaitez avoir auprès de notre invité qui est avec nous. Parce que j'écoute attentivement ce qu'il se dit, parce qu'effectivement, sachant que nous sommes dans un cabinet dentaire, nous avons des données concernant les patients, concernant toute personne, mais c'est-à-dire que nous sommes aussi concernés, tout ce qui concerne le médical. C'est des données de santé, Des données de santé, c'est encore plus... Oui, bien sûr. Ouais. Mais comment l'intervention se fait de quelle façon, en fait? Et qui, après, a accès à ces données-là, hormis nous? Non, mais il y a que vous qui avez accès à ces données-là. Nous, aujourd'hui, on va en fait mettre en place le process pour que vous puissiez en fait protéger ces données pour qu'elles soient en conformité avec ce fameux règlement. On va mettre en place différentes procédures et puis on va également créer tous les documents juridiques qui vont vous permettre de pouvoir être en conformité, mais également prouver votre conformité. Parce qu'il ne suffit pas d'être en conformité. Si demain vous avez un patient qui vous dit moi je veux voir mon dossier médical, vous avez 1 mois pour lui répondre, pas un jour de plus, et vous devez pour ça le répertorier dans un registre. Vous devez après faire un rapport et en fin d'année faire un bilan. Donc nous on va vous accompagner et on va mettre en place tous les outils nécessaires pour que vous puissiez justement respecter, on va dire, la liberté de vos patients. En fait, vous avez trouvé le bon filon, Sacha. D'accord, très bien. Parce que là, j'entends ce que vous dites. En fait, ça fait un peu comme comme quand on prend en fait
comment on appelle ça, des assurances pour la maison, parce que c'est un contrat par mois, c'est ça, le déroulement il se fait comment, parce que vous intervenez. En fait, vous avez un forfait de mise en conformité qui va comprendre en fait différentes choses, c'est-à-dire qu'on va faire un audit, un état des lieux de votre parc informationnel, on va mettre en place un logigramme des procédures informatiques et libertés, on va faire une analyse d'impact sur la vie privée si vous avez des données qui sont très sensibles et qui peuvent, au cas où il y a une cyberattaque ou un vol de données, si ça peut avoir de grosses conséquences, si vous voulez, sur l'individu. On va créer l'intégralité de vos registres, le registre des traitements de données, les registres des sous-traitants, les registres des demandes d'accès et des violations de données, parce que demain, si quelqu'un vole ces données-là parce qu'il va pirater un PC ou qu'il va prendre une clé USB qui est sur le coin d'un bureau, vous avez 72 heures pour prévenir la CNIL et vous devez le répertorier en fait dans un registre qui s'appelle le registre des violations de données. Remplir un document CERFA qu'il faut envoyer à la Commission nationale informatique et liberté. Donc on va mettre tout ça en place on va mettre à jour en fait les contrats de travail, vos conditions générales de vente et d'utilisation, les mentions légales, tous les contrats que vous avez passés avec vos sous-traitants, parce que il ne suffit pas en plus, et bon je veux pas vous faire peur, c'est que vous vous mettiez vous en conformité, mais il faut également que l'intégralité de vos sous-traitants soit en conformité à ce règlement. Parce que si vous êtes en conformité qu'un sous-traitant, par exemple un hébergeur de données, lui n'est pas en conformité et qu'on arrive à voler les données via ce sous-traitant-là, comme vous êtes vous à l'origine de la collecte de la donnée, c'est vous qui allez prendre, pardon. Ah ouais. Bon, voilà, Géna. J'ai juste une question, Christophe. Attends, Géna, elle a pas fini. Vas-y, Géna. Oui. Parce qu'effectivement, on travaille avec d'autres personnes pour les prothèses dentaires, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'obligatoirement, sachant que on doit leur donner les empreintes de nos patients, eux aussi, il faut que je m'assure que eux-mêmes sont en conformité, bien évidemment. Moi, j'aime pas les cabinets dentaires, Géna. Je préfère vous dire tout de suite, je vous aime pas. Voilà. D'accord. Oui, ça c'est fait, c'est dit. Nous, on le fait pour les clients, bien sûr. Oui, mais moi je les aime pas. Ils t'arrachent les dents, on se croirait chez le boucher, l'autre. Comme ça. Je vous assure. Maintenant, après, ça fait en fait comme une assurance où on souscrit avec vous tous les mois et en fait, vous nous missionnez pour gérer votre conformité, tout simplement, pour vous mettre en conformité et pour gérer après votre conformité. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à une plateforme via un login à mot de passe. Vous allez avoir tous vos outils et tous vos documents légaux que vous pourrez présenter en cas de contrôle ou en cas de demande d'un client, d'un patient ou d'un salarié, par exemple. Et nous allons générer les bilans, tous les ans, vos bilans réglementaires. Et on va vous représenter en fait pour l'intégralité de votre conformité. Merci Géna. Oui, pardon. Non, mais en fait, c'est comme un abonnement que je prendrai tous les mois avec vous et puis on continue comme une assurance. C'est comme un abonnement juridique, voilà, exactement. Un abonnement juridique. Vous avez vu comment il est trop classe, Sacha? Oui, très bien. Un abonnement juridique. C'est pour faire. Voilà, c'est de la diplomatie, ça. Oui. Il sait vendre, le mec, bravo. Merci beaucoup, en tout cas, Géna. À très bientôt. 01 40 33 9000. Merci, Géna. Dites donc, est-ce qu'il est conseillé de changer souvent ses mots de passe? Ah oui, il faut les changer au minimum 2 fois par an. Oh là là. Ah ouais? Il faut qu'ils aient quand on a 50 000 trucs et qu'on retient pas forcément les mots de passe, on finit par s'y perdre. Oui, mais bon, il faut au minimum 8 caractères. Minimum 8 caractères. Très bien. Oui. Vas-y Audrey, je t'en prie. Oui, je voulais juste savoir si en fait concrètement à court terme ou à moyen terme, même à long terme, mais bon là vu ce que vous dites, je pense que c'est d'ici peu de temps. Là visiblement peu sont au courant de tout ça, mais est-ce que les assurances peuvent refuser d'assurer justement un chef d'entreprise s'il n'est pas en conformité justement? Vous savez, aujourd'hui on parle les sociétés qui participent à des marchés publics par exemple, demain s'ils ne sont pas conformes au règlement général sur la protection des données, ne pourront pas participer à ces marchés, par exemple. Donc ça va très loin. Sacha, c'est un véritable carton au standard, je tiens à vous le dire tout de suite. D'accord. Aslan, bonsoir. 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 Votre question, alors vous êtes dans une situation un peu particulière que vous souhaitez nous évoquer avec nous. Alors moi je vous explique, je fais partie d'un B2 étudiant à l'université de sciences d'Angers. Ouais, oui. Et à ce B2 on a des adhérents, c'est-à-dire qu'on a leur prénom, leur nom de famille, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse mail, etc. Et du coup je voulais demander qu'est-ce qu'on doit faire nous
particulièrement avec ces données, quoi. Est-ce qu'on, nous aussi, on doit les sécuriser? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien évidemment. Vous devez vous mettre en conformité au règlement général sur la protection des données. C'est-à-dire qu'il faut créer des registres, comme je suis en train de le dire. Il faut mettre en place un système de sécurité de ces données. Et puis, il faut mettre en place des outils qui vous permettent, en fait, de respecter les droits de ces adhérents, bien évidemment. Très bien, d'accord. Donc, grâce à votre site RGPD conforme, on peut notamment, en tant que nous, en tant qu'association, bien sûr, on peut avoir ce type de bénéfices. Ah oui, bien évidemment. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous connecter au site et d'accéder à l'espace gratuit. Comme ça, vous allez avoir différentes infos, différents outils gratuits. Vous allez pouvoir communiquer, avec des juristes qui vont vous aider et qui vont vous permettre justement, d'entreprendre vos démarches de mise en conformité. Après, nous, c'est une solution globale. Donc, vous n'avez rien à faire. Okay. En quelques clics, vous adhérez et derrière, après, on s'occupe de l'intégralité. On vous fait des préconisations. Service après-vente. Comme dit Jamel, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, voilà, mais nous, on s'occupe. Voilà. Merci Aslan, merci beaucoup. Dites donc, moi je suis assez effaré quand même. Je pensais pas que ça allait marcher autant. Mais vous allez sortir les chèques, je vous dis, vous me devez au moins un bon resto. Un bon resto. Tu vas prendre des commissions, c'est clair. Attendez, on va pas se gêner. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sacha. Mais dernière question. Oui. Qui est en charge justement de ce type de communication et de faire connaître et savoir aux entreprises qu'elles ont cette obligation? Parce que j'ai l'impression que beaucoup tombent des nues aujourd'hui. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Boulot, visiblement. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ils sont débordés. Oui, débordés ou pas, mais ils ont pas fait leur boulot. Mais voilà, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Après, comme vous le savez, nul est censé ignorer la loi. Donc. Oui, alors cette phrase, alors ça, j'aime bien cette phrase, mais il faut savoir que la loi existe. Voilà. Oui. C'est vrai aussi. Vous vous rendez compte quand même que des milliers de personnes, voire des millions, ont écouté France Maghreb 2, ne savaient pas, et qu'aujourd'hui ils vont peut-être se mettre en conformité par rapport à cette nouvelle réglementation RGPD, et qu'ils ne le savaient pas avant. Et donc c'est vrai, vous avez raison, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand même. Merci beaucoup en tout cas, Sacha Savic. Merci à vous. À très bientôt, et je rappelle donc le site, donc c'est www.rgpdconforme.fr. C'est ça. Tout à fait. Bon, merci. Merci beaucoup Sacha. Dans un instant, Faiza, Audrey, oui. On se fait un petit libertad. 01 40 33 9000, on se fait plaisir. 01 40 33 9000, vous avez envie de dire quelque chose, engueuler Faiza ou Audrey, ou leur dire des choses bien. Fait, moi, non, mais je sais. Mais vous pouvez engueuler Christophe. En fait. Aussi. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Lui demander avec qui elle va débattre samedi. Et aussi, vous pouvez demander 01 40 33 9000. Évidemment, pour lui donner un peu de courage, de punch pour samedi, parce qu'elle sera présente, je le rappelle, à la 36e rencontre des musulmans de France qui aura lieu au parc des expositions du Bourget, comme d'ailleurs votre radio France Maghreb 2 va délocaliser ses studios et des émissions donc spécifiques qui auront lieu sur place. Pour Faiza, c'est 18h samedi et 19h30 pour le café débat. Autour de quel sujet d'ailleurs, Faiza, rappelle-moi? La réorganisation du culte musulman en France. Mais après, dans la journée, je viendrai faire un tour, bien sûr, sur le stand de France Maghreb. Non, mais ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Merci, ma Faiza. À tout de suite. 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ah, vous êtes bien sans France Maghreb 2, le grand forum, c'est tous les jours. Ici que ça se passe. Bon, formidable. Avec vous, 01 40 33 9000, avec Faiza Ben Mohamed, avec Audrey Pronosti, qui sera aussi au Bourget, parce que je parle de Faiza, mais Audrey aussi y sera. Ouais, on n'a pas de conférence de prévu, elle. Je vais aller faire un petit tour, quand même. Ouais. Et comme il y aura de l'ambiance, je pense que j'aurai forcément des choses à dire. Ça, il y en a de l'ambiance, Bah voilà. Ah, c'est un véritable foire, ce truc, hein. Ouais. 01 40 33 9000, un petit libertad, si vous avez envie de nous dire un petit truc, c'est maintenant que ça se passe, vous décrochez votre téléphone. 01 40 33 9000, si vous avez envie de prendre part à la discussion, de nous parler d'un sujet en particulier qui vous tient à cœur, décrochez votre téléphone. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Ouais, bonsoir, c'est Kamel de Saint-Etienne. Salut Kamel de Saint-Etienne. Comment ça va dans le 42? Ah, bonjour. Ah, bonjour à tous. Bonjour, ouais. On parle comme ça là-bas, c'est ça? Ouais. Bon, on t'écoute, vas-y, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste pour dire une citation. Une citation. Les gens arrogants sont des imbéciles et les intelligents sont pleins de... Ah putain, je recommence. Ouais, parce que là tu le problème avec le monde, c'est que les intelligents sont modestes et que les imbéciles sont arrogants. Les intelligents sont modestes et les imbéciles sont... Arrogants, d'accord. Ok, bah écoute, c'est bien, je dormirai moins bête ce soir. Merci. Le truc, c'est que voilà, des fois au boulot, il y a des anciens et qui jouent leur arrogant. Ouais, moi je sais faire ci, je sais faire ça.
mais ils savent pas que 20 ans en arrière, eh ben, ils étaient dans le même cas. Bah ouais, c'est clair. Ah, j'ai l'impression que tu nous parles de quelque chose que t'as connu il y a pas longtemps, Kamel, hein, j'ai l'impression. Exactement, mais moi je vais pas dire comme eux. Vu que dans 20 ans, ben je me dirais moi aussi j'étais débutant, puis voilà. Bah merci Kamel, reste branché à l'écoute de France Maghreb 2 du côté de Saint-Etienne, merci à toi. Y'a pas de soucis, puis franchement c'est une radio impeccable pour vivre longue vie à cette radio. Merci à toi, salut mon pote. 01 40 33 9000. Téléphone par contre, il aurait pu faire mieux quand même. Il est au volant, je crois. Mais ouais, il est au volant. Ouais, c'est le problème quand on. C'est ça, kit main libre. 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct, évidemment sur France Maghreb 2 en ce mercredi. Alors Faiza faisait une petite remarque tout à l'heure que je viens de relever. Est-ce qu'il y a un grand forum pendant le Ramadan? Mais bien sûr que oui, il y a un grand forum pendant le Ramadan et plus que jamais d'ailleurs. On sera là tous les jours de 16h à 18h et on parlera pas gâteau. C'est pas une émission de Maïté ici, Faiza. Hein. Faut pas déconner quand même. On parlera de quoi alors? On parlera de tous les sujets que l'on la journée, ça y est. Ben non, mais on parlera de tous les sujets que l'on évoque au quotidien dans cette émission. Ouais. Si par exemple l'actualité est en Algérie, on parlera de l'Algérie. Si l'actualité est au Maroc, on parlera du Maroc. Et si elle est en France, on parlera de la France. Voilà, bon, en tout cas, on change rien quoi. Et la Tunisie évidemment. Ouais. Allô, bonsoir, qui est avec nous? 01 40 33 9000. Tu crois que je t'ai pas compris? Pour nous appeler évidemment, l'autre il m'appelle pour faire le chat. Donc oui, on sera là pendant le Ramadan entre 16h et 18h tous les jours avec de nombreux invités. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous annoncer que le 6 mai, on recevra monsieur Jérôme Rodriguez, le gilet jaune, vous savez, qui a été éborgné, qui est donc voilà, qui sera avec nous le 6 mai. Et puis d'autres gros invités à venir. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Salam alaikum. Salam alaikum. Bonsoir. Ton prénom, pardon? Kamel. Kamel, tu nous appelles d'où? D'Orléans. D'Orléans, dans le centre. Ah, c'est chez moi ça. Vas-y, on t'écoute. Ouais, moi j'appelais en fait pour réagir là par rapport à cette course au don là pour la Notre-Dame de Paris, ouais. Ouais. Moi je trouve ça, voilà, je dis pas que c'est mal parce que bon, c'est vrai que c'est un monument de la France, je peux comprendre. Maintenant après c'est vrai que par rapport à ce qui se donne aujourd'hui, Macron disait voilà, il n'y a pas d'argent magique. Là on voit que ça tombe de partout, ça pleut, on ne sait pas d'où ça sort. Paris donne 50 millions. Ouais. Voilà, la mairie de Paris, la commune de Paris, enfin la région. Non, la région Île-de-France donne 10 millions. Ouais, absolument. Il y a 200 millions qui sortent du patron de LVMH, 100 millions de Monsieur Pinault. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal pour de l'argent, enfin pour un pays où il n'y a pas d'argent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais donc, moi, je disais, voilà, après c'est un peu de l'indignation aussi à géométrie variable parce que il y a cette cause-là qui est noble. Bon, ok, je veux bien. Par contre, on pense. Si on donnait juste, je sais pas, 1% de ce budget-là pour aider les nécessiteux français, je pense que déjà on aurait quand même pas mal avancé en termes de dons, quoi. Bah, je souscris parfaitement ce que tu viens de dire. Moi, je sais pas ce qu'en pense Faiza et Audrey, mais moi je souscris en tout cas totalement. Surtout la question qu'il faut se poser, c'est là pour l'instant on en est presque à, je crois qu'on a dépassé le milliard d'euros de dons, le premier don en tout cas. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu déjà un chiffrage d'estimation de ces travaux, parce que déjà 1 milliard d'euros, c'est quand même un montant qui est colossal. On appelle les Français à se cotiser pour payer ça. Pour l'instant, on n'a pas de montant, on n'a pas de devis, on ne sait pas ce que c'est. On nous annonce la mise en œuvre d'un concours international d'architecture. Combien va coûter encore la mise en place de ce concours? Combien va coûter l'événement? Moi, j'ai pas envie, par exemple, d'aller donner, même si je vais donner juste pas beaucoup, j'ai pas envie d'aller donner pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tout en sachant que cet argent il va être dilapidé dans des concours. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire si jamais il reste de l'argent à la fin? Qu'est-ce qu'on va faire? Absolument. Est-ce qu'on va gonfler les devis des entreprises, ou est-ce qu'on va les donner aux pauvres, ou est-ce qu'on va les donner à l'organisation qui gère la cathédrale? Qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est la question qu'on pose. Je pense que sans devis, sans chiffrage exact, on ne doit pas collecter d'argent pour l'instant. Bah moi je suis entièrement d'accord, et puis après je voulais juste encore dire une chose. Rapide parce qu'on est en retard, vas-y. Rapidement, ouais, parce qu'en fait l'État a un projet de loi, ils veulent augmenter en fait le montant de la défiscalisation, le pourcentage, à 75%. C'est ça. Donc ça veut dire que concrètement c'est de l'argent qu'on donne directement. Donc celui qui donne, il donne 2 fois. Ouais, parce que c'est surtout l'État qui va sortir de l'argent de sa poche aussi. L'État, c'est qui? Bah oui, c'est nous. C'est vrai, non, pas bête, bien vu. Voilà. Merci à toi en tout cas, du côté d'Orléans, 102.6 la fréquence. Salut à toi, ciao. Bon bah c'est fini les filles, je vous libère. Oh, ça passe trop vite. Ouais, voilà, le hype c'est terminé. Pour aujourd'hui en tout cas, de retour demain à 16h sur France Maghreb 2, Faiza, samedi, donc 17h au Bourget.
pour ta première. Samedi, moi je serai au Bourget de toute façon toute la journée. Je pense que je vais passer un bon moment sur le stand de France Maghreb déjà pour comme ça me permettra de rencontrer du monde. Et puis après 18h sur le podium principal et 19h30 au forum Génération. D'accord. Bon, eh bien rendez-vous ce samedi. Ma chère Audrey, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Restez bien branchés France Maghreb 2 parce que c'est forcément là que ça se passe et vous êtes de plus en plus à nous écouter sur France Maghreb 2. Merci d'écouter France Maghreb 2, 18h, bon début de soirée. Le rappel de l'actualité. Bonsoir. L'enquête sur l'incendie de Notre-Dame. Tous les ouvriers qui travaillaient sur le site ont été entendus. L'entreprise chargée de l'échafaudage exclut toute responsabilité. Elle affirme qu'aucun travail de soudure n'était en cours et que l'électricité a été coupée sur le site avant le déclenchement de l'incendie. La première réunion sur la reconstruction se poursuit en ce moment à l'Élysée après les mesures d'incitation fiscale pour les particuliers annoncées ce matin par le gouvernement. Les dons atteignent les 900 millions d'euros. Disney, qui avait produit le bossu de Notre-Dame en 1996, a contribué à hauteur de 5 millions de dollars. Ce soir, la Fondation du patrimoine met en garde contre les escrocs qui essayent de profiter de l'élan de solidarité. Au Pérou, l'ex-président Alan Garcia a tenté de se suicider juste avant son arrestation cet après-midi dans une affaire de corruption. Il s'est tiré une balle dans la tête lorsque la police s'est présentée à son domicile. Il a été hospitalisé dans un état critique. Le dioxyde de titane sera interdit à partir du 1er janvier dans les denrées alimentaires. Annonce du ministère de la Transition écologique et de celui de l'économie. L'agence sanitaire ANSES estimait lundi dernier ne pas pouvoir lever les incertitudes sur l'innocuité de l'additif E171. L'oncle de Bachar al-Assad renvoyé en correctionnel à Paris dans une affaire de biens mal acquis. Rifat al-Assad est soupçonné de s'être constitué en France un patrimoine de 90 millions d'euros sur le dos de l'État syrien. Il affirme que ce patrimoine provient des largesses du royaume saoudien. Enfin, 2 tableaux de Van Gogh qui avaient été volés en 2002 au musée d'Amsterdam seront à nouveau exposés en fin de semaine. Ils avaient été retrouvés chez un mafieux italien en 2016. Il a fallu près de 3 ans de restauration avant de pouvoir à nouveau les exposer. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.